Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean, ou Nurgeldi pour les intimes, et aujourd'hui je me retrouve en compagnie de mon ami Sam. Bonjour. Avec lesquels on va vous présenter quelques mnémotechniques qui nous ont été utiles tout au long de notre deuxième année de bachelor. Alors il faut savoir que cette vidéo, elle est destinée premièrement aux étudiants et étudiantes de deuxième année de bachelor, mais il y aura certaines astuces, certains mnémotechniques qui pourront éventuellement être utiles également aux personnes de première année. Ces mnémotechniques seront indiqué avec un tag OneBA Friendly en bas à gauche. Voilà, comme ça vous pourrez vous repérer plus facilement. Et bien sûr, tous les timestamps, tous les liens vers des sites web, ils seront indiqués également dans la description. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pour le plan de la vidéo, on va passer en revue quelques mémotechniques pour chaque unité d'histologie en 2BA. Et ensuite, on va vous donner quelques conseils généraux pour mieux réviser l'histologie. Et également, à la fin, il y aura une petite surprise qui va vous aider tout au long de l'année et pour l'examen. On va commencer avec le premier mémotechnique de CVC. Il va concerner la localisation des dermes papillaires et réticulaires. Donc ici, vous pouvez voir juste ici l'épiderme en surface avec au-dessous le derme. Et donc souvent, c'est dur de se rappeler lequel est le plus superficiel. Est-ce que c'est le derme papillaire ou réticulaire? Pour cela, il y a un mémotechnique très simple. C'est que le derme papillaire va être plus en surface et le derme réticulaire va être plus en profondeur, car vous pouvez faire l'ordre alphabétique. Donc le P va venir avant le R, c'est pour ça qu'il va être plus en surface. Un deuxième moyen de se rappeler, si vous préférez, ça va être ici. On va avoir le derme qui se situe donc plus en profondeur que l'épiderme, et le derme papillaire va être en surface car il constitue les papilles dermiques. Donc vous vous rappelez ici, pour avoir une meilleure stabilité de la peau, on va avoir les crêtes épidermiques en surface et les papilles dermiques plus en profondeur. On va continuer avec la différenciation des adipoblastes et des adipocytes. Si vous ne rappelez plus lequel est le précurseur et la forme mature, vous pouvez vous dire également, comme le premier mémotechnique, que c'est dans l'ordre alphabétique. Donc vous allez avoir tout d'abord adipoblastes, puis les adipocytes. Donc vous voyez ici, le B vient avant le C. Donc du coup, ça va être le précurseur. Vous pouvez aussi vous rappeler de la façon suivante, c'est que adipoblaste, le B est comme bébé, et donc du coup ça va être un adipocyte qui est plus jeune. Donc aussi ça marche avec d'autres cellules comme les chondroblastes et les chondrocytes. Les chondroblastes avec le B vont être les précurseurs et les chondrocytes vont être les cellules matures. Alors pour les mnémotechniques numéro 3, on va se pencher sur la façon dont on peut différencier les glandes sudoripare apocrines des écrines. C'est vrai que la terminologie, elle prête souvent à confusion et on peut souvent le poser lors d'un examen puisque ça se ressemble trop et ça peut être un piège. Et puis pour cela, pour ne plus vous tromper, je vous laisse vous imaginer dans votre tête le dieu grec Apollon, qui va sniffer les aisselles d'une personne. Et du coup, le périnée, mais ça, je n'ai pas représenté sur les slides. Voilà. Si vous avez cette image dans votre tête, vous n'allez plus confondre et vous allez vous dire « Ah, en fait, c'est des glandes sudoripare apocrines, apo comme le dieu grec Apollon, qui se trouvent au niveau des aisselles et du périnée. » On va passer maintenant au mnémotechnique suivant qui concerne la coloration Musi-Carmin. Dans le nom de cette coloration, on retrouve les lettres MUC, comme le mot mucus. Voilà. Et donc, cette coloration Musi-Carmin, elle va mettre en évidence le mucus. Elle va le colorer en rouge carmin. Rouge carmin. Et du coup, le reste des structures dans cette coloration, ça va apparaître en jaune. Du coup, en jaune, ça va être le reste des structures. Et pour regarder un exemple d'une coupe colorée dans cette coloration, vous pouvez aller checker sur Cytomine la coupe SD19 d'un côlon sigmoïde humain. Donc pour le mémotechnique suivant, on va se pencher sur les couches de l'épiderme. Alors comme vous le savez, l'épiderme est une structure composée de 5 couches. Et donc pour se rappeler, on a un mémotechnique assez amusant qui est le corbeau de Claire gratte énergétiquement ses boutons. Donc vous pouvez voir ici un dessin qui représente ça. Et donc, vous voyez ce qu'on a souligné ici, ça va être le nom des 5 couches. Donc vous allez tout d'abord avoir en surface avec corbeau la couche cornée. Puis vous allez avoir la couche claire.
À noter que la couche claire, comme vous le savez, on la retrouve surtout dans les talons ou les paumes des mains. C'est les zones à forte compression mécanique. Vous avez ensuite la couche granuleuse avec gratte. En quatrième, vous avez, avec le E accent aigu, la couche épineuse. Et enfin, vous allez avoir la couche basale qui se trouve juste au-dessus de la lame basale. Donc évidemment, la lame basale va séparer l'épiderme du derme qui va se trouver un peu plus en profondeur. Cette mnémotechnique d'ailleurs, elle va nous permettre de savoir la localisation des glandes tubuleuses droites et contournées. On va juste passer en revue très rapidement les 4 régions majeures de l'estomac, en commençant par la cardia, ensuite par le fundus, ensuite en troisième lieu il y a le corps et enfin il y a l'antre. Et 2 de ces régions, elles abritent les glandes droites et 2 de ces régions, les glandes contournées. Mais comment savoir où se trouvent-elles? Alors, on va se pencher alors sur un mot mnémotechnique. Je vous laisse vous imaginer que la région du cardia, elle va se trouver à côté d'une structure contournée. Alors, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais là, je vais vous dessiner, vous allez comprendre ça tout de suite, enfin, je l'espère. Regardez, cardia, ça se trouve en directe proximité avec l'œsophage, donc qui est un tout petit peu contourné, si on peut un peu l'imaginer. Et puis l'antre, qui est la sortie de l'estomac, elle se trouve à côté du duodénum, qui est aussi un peu courbé. Voilà. Donc ces 2 structures-là, cardia et antre, se trouvent à côté de respectivement œsophage et duodénum, qui sont contournés. Donc on peut en deviner que les régions de cardia et antre abritent les glandes tubuleuses contournées, vu qu'elles se trouvent à côté de structures contournées. Et par élimination, le fundus et le corps, ils vont comporter des glandes tubuleuses droites. Peut-être une autre mnémotechnique qui est un peu tordue mais qui marche peut-être quand même, c'est d'imaginer que le fundus et le corps se trouvent dans une sorte de rectangle. Je vais le dessiner comme ça. Et vu que le rectangle il est droit, du coup le fundus et le corps il comporte des glandes tubuleuses droites. On va maintenant passer au niveau cellulaire. Donc dans l'estomac, comme vous le savez, il y a des cellules principales et des cellules pariétales. Et donc pour se rappeler ce qu'elles sécrètent les deux, il y a un mémotechnique très simple. Les cellules principales, comme vous voyez ici, principale, c'est un mot avec 2 P, tout comme pepsinogène, ici qui a 2 P. Donc vous pouvez vous rappeler très facilement que les cellules principales vont être celles qui vont sécréter le pepsinogène. Hop. Donc voilà, juste ici. Et donc par déduction, les cellules pariétales vont sécréter ce qui reste, donc l'acide chlorhydrique ainsi que le facteur intrinsèque qui va permettre l'absorption de la vitamine B12 dans l'iléon. Maintenant, pour différencier les cellules pariétales et principales au niveau histologique, il y a aussi un mémotechnique assez simple. Comme vous le savez, les cellules principales avec 2 P sécrètent le pepsinogène alors que les cellules pariétales vont sécréter quant à elles l'HCl, acide chlorhydrique et également le facteur intrinsèque. Et donc vous pouvez vous imaginer ici une bouteille d'acide chlorhydrique, comme ici. Donc les cellules pariétales, juste ici, c'est elles qui le sécrètent. Et donc cette bouteille, vous pouvez vous dire qu'elle va se renverser sur les cellules pariétales et elles vont ainsi les décolorer. C'est pour ça qu'ici, vous voyez que les cellules pariétales vont être plus claires alors que les cellules principales sont plutôt éosinophiles. Donc vous pouvez vous dire un petit peu, c'est comme si on versait de l'acide chlorhydrique sur nos vêtements, ça les décolorerait. Et bien c'est pareil pour les cellules, elles vont être plus claires. J'espère que c'est clair. Alors dans le foie, il y a des cellules de Kapfer et des cellules d'Ito. Et un de ces 2 types cellulaires joue le rôle des macrophages. Moi, j'avais toujours de la peine à différencier laquelle de ces cellules joue le rôle d'un macrophage. Et je trouvais un mnémotechnique assez sympa. Il faut juste regarder le nom des cellules de Kapfer. Et dans cette terminologie, on retrouve le mot anglais COP, qui veut dire policier. Et donc, les cellules de Kapfer vont être des macrophages qui protègent en quelque sorte notre foie. Donc, ils jouent le rôle des policiers ou des cops. Donc, par élimination des cellules d'Ito, ce sont des cellules qui s'occupent plus des lipides. Et aussi, un détail assez marrant, c'est que ces cellules de Kapfer, ils vont être colorées en bleu foncé, en coloration bleu de toluidine, contrairement à des cellules d'Ito, aussi appelées des cellules stellaires, qui vont apparaître plus
plus clair. Donc, pour vous rappeler de cet aspect histologique, vous pouvez vous dire que des cellules de Kapfer vont avoir l'uniforme d'un policier qui est en bleu foncé, comme vous pouvez l'observer sur cette image. Donc, ils vont être plus foncés que des cellules d'Ito. Et pour aller checker tout cela, vous pouvez vous rendre sur la coupe SD26. Maintenant, on va passer aux 3 glandes salivaires majeures, la glande sous-mandibulaire, sublinguale et la glande parotide. Et je vais vous donner un petit astuce comment vous pouvez vous rappeler de leur type de sécrétion. On va débuter dans un ordre logique en commençant par la glande sous-mandibulaire. Alors, dans le mot sous-mandibulaire, ce mot-là, il comporte les lettres SM, tout comme l'adjectif séromuqueux. Donc, ça va être son type de sécrétion. Ensuite, on va passer à la glande sublinguale. Et pour cela, dites-vous que pour que la nourriture puisse glisser sur la langue, il lui faut du mucus. Donc, la glande sublinguale, elle va avoir un type de sécrétion muqueuse. Et pour la glande parotide, vu que les adjectifs séromuqueux et muqueux sont pris, il ne lui reste que l'adjectif séreux. Donc, la glande parotide, elle va être une glande séreuse. Donc, elle va avoir un type de sécrétion séreuse, donc elle va sécréter des protéines, etc. Maintenant, on va passer aux 5 couches du tube digestif avec un mnémotechnique My Mom Smokes Muscular Sausages qui est assez drôle. Donc, j'espère que vous allez le retenir assez facilement. Et on vous a également préparé un petit image. On va juste attendre que la bouche atterrisse. Voilà, parfait. Et du coup, pour vous expliquer, on va commencer par le premier mot. Alors, my, ça veut dire muqueuse. Du coup, ça va être la première couche qui va être en contact avec la lumière digestive. Ensuite, le mot maman, ça veut dire muscularis mucosae. Voilà. Ensuite, SM, ça va être la sous-muqueuse. La sous-muqueuse. Muscular, ça veut dire musculaire. C'est la 4e couche. Et pour sausages, c'est un petit peu délicat puisque ça fait référence à la fois à une séreuse, donc pour un organe qui est intraséreux, par exemple le bulbe du duodénum, le D1, juste un exemple. Et aussi, cela fait référence à la fois à l'adventice pour un organe qui est entouré du tissu conjonctif, par exemple le tiers supérieur de l'œsophage. On va maintenant passer aux mémotechniques de reproduction. Donc tout d'abord, le premier va être concernant les cellules de Sertoli et de Leydig. Souvent, c'est un petit peu compliqué de différencier où se trouvent les cellules de Sertoli, de Leydig et par quelle hormone elles sont influencées. Donc pour ceci, on a un mémotechnique très simple. On va commencer avec les cellules de Sertoli. Et donc, il y a la règle des 5 S. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a Sertoli, soutien, spermatogonie, cercle avec un S et FSH. Donc avec ce mémotechnique, vous pouvez voir que les cellules de Sertoli se retrouvent dans un cercle. Donc le cercle, il est juste ici, ça va être en fait les tubes séminifères. Et donc les Sertoli vont être des cellules de soutien pour les spermatogonies. Elles vont permettre donc le soutien et d'aider au développement des spermatogonies de la base vers le milieu, comme vous le savez. Et donc ces spermatogonies, elles vont pouvoir par la suite devenir des spermatides, des spermatozoïdes. Et également, les cellules de Sertoli vont être influencées par la FSH, parce que comme vous le voyez juste ici, il y a un S dans FSH, tout comme dans Sertoli. Maintenant, on va passer aux cellules de Leydig. Par élimination, les cellules de Leydig, elles vont se trouver juste ici, au niveau de l'interstice, ou du tissu interstitiel. Et ces cellules, elles ne vont pas être influencées par le FSH, mais par le LH, parce que comme vous pouvez voir, il y a un L ici dans LH, au début de LH et au début de Leydig. Donc si vous voulez voir plus en détail ces structures histologiques, vous pouvez aller voir la coupe SGM04, qui est une coupe de testicules de l'homme adulte. On va maintenant passer aux villosités choriales. Donc ici, le but de ce mémotechnique est de savoir différencier où est le syncytiotrophoblaste et le cytotrophoblast au niveau des villosités choriales. Donc ici, on n'a pas la règle des 5 S, mais les 4 S, qui vont être syncytiotrophoblaste, subsiste, surface et sang. Donc ici, on voit que le syncytiotrophoblaste, il va subsister tout au long des 3 trimestres du développement placentaire. Parce que comme vous savez, le bébé, il va avoir, quand il se développe, ou le fœtus, il va avoir des besoins en oxygène différents selon le stade de développement. Et ici,
le syncytiotrophoblaste, il va rester les 3 trimestres car il va permettre de former une couche très fine au niveau de la barrière hémato-placentaire pour pouvoir avoir un meilleur échange gazeux et pour ainsi avoir plus d'oxygène disponible pour le bébé. Et comment vous pouvez vous rappeler, s'il est en surface ou en profondeur, ici, comme on a dit, il y a surface avec le S, et aussi sang, c'est qu'il est en contact avec le sang, donc avec les villosités maternelles. On a également aussi ici cytotrophoblaste crève. Donc en fait, c'est juste pour dire qu'à partir du 4e mois, le cytotrophoblaste va petit à petit disparaître et laisser place seulement au syncytiotrophoblaste qui subsiste pour avoir une barrière beaucoup plus fine et ainsi avoir des meilleurs échanges sanguins et gazeux. Donc ici, vous pouvez aller voir les coupes AE02, AE03, AE04 pour bien différencier histologiquement le syncytiotrophoblaste du cytotrophoblaste. Maintenant, on va passer à la 14e mnémotechnique. Je l'ai trouvée sur YouTube, lien dans la description. Et celle-là est ma préférée, puisqu'elle va vous permettre de vous rappeler facilement des couches et des hormones de la surrénale. Alors pour les couches, vous allez de superficie en profondeur placer les 3 lettres GFR, comme le Glomerular Filtration Rate. Sauf que ça n'a rien à voir ici, mais voilà. Si ça peut vous aider à vous souvenir, vous placez le GFR, qui veut dire respectivement la couche glomérulaire, la plus superficielle, ensuite la couche intermédiaire, la couche fasciculaire et la couche la plus profonde du cortex surrénalien, c'est la couche réticulaire. Voilà, on les a placés. Ensuite, vous allez vous souvenir de la phrase « The deeper it goes, the sweeter it gets ». Donc, vous allez comprendre le sens de cette phrase tout de suite. Alors, de superficie en profondeur, on va commencer par le sel. Voilà. Ensuite, on va plus en profondeur, du coup, ça va devenir plus sucré. Vous mettez le sucre. Et le plus profondément, vous mettez le sexe. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai dit ça. Alors le sel, ça correspond aux minéralocorticoïdes, comme par exemple l'aldostérone. Ensuite, il y a le sucre, qui veut dire les glucocorticoïdes, comme par exemple le cortisol. Et ensuite, en dernier, pour le sexe, c'est des androgènes, comme par exemple la DHEA. Voilà. On va passer maintenant dans la médulla surrénalienne, qui sécrète, comme vous le savez bien sûr, l'adrénaline et la noradrénaline. Alors en coloration bleu-toludine, les cellules adrénergiques et les cellules noradrénergiques peuvent être différenciées. Et pour vous rappeler lesquelles sont plus foncées que des autres, vous pouvez utiliser ce mnémotechnique. En fait, si vous placez une lettre I, ça va vous donner la couleur noire. Donc, les cellules noradrénergiques sont plus foncées que des cellules adrénergiques. Voilà. Maintenant, on va passer à une mnémotechnique qui va vous permettre de vous souvenir quelles sont les cellules acidophiles et basophiles dans l'adénohypophyse. On va commencer par des cellules acidophiles. Et pour cela, je vous laisse mémoriser la phrase « Absolument, tu as un gros porc ». Absolument, ça veut dire le A, c'est pour acidophile. Et le gros porc, le gros, c'est pour le GH. Et le porc, c'est pour la prolactine. Donc, les cellules sécrétant de la GH ou de la prolactine vont être acidophiles. Pour les cellules basophiles, il y a un autre mnémotechnique, cette fois-ci anglophone, c'est « Basically, it's your fault ». Vous laissez tomber le U dans le fault. Basically, c'est pour, comme vous pouvez le deviner, c'est pour les cellules basophiles. Et le fault, le F, c'est pour FSH, le A pour ACTH, le L pour LH et le T pour TSH. Donc, les cellules qui sécrètent ces hormones-là, ils vont apparaître basophiles. On va continuer au niveau de l'adénohypophyse. Donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on a une coloration trichrome. Donc vous pouvez aller voir la coupe GE02. Et donc ici, dans cette coloration, on va avoir des cellules roses et des cellules oranges. Donc ici, on va se concentrer sur les cellules roses juste ici. Et on veut savoir quelles sont les cellules colorées en rose. Donc ici, il y a un mémotechnique, c'est République Congo.
Donc à nouveau, on va laisser tomber le N au milieu de Congo. Et donc R de République, ça veut dire rose en fait. Et Congo, ici, le CO au début, juste ici, ça va être les cellules corticotropes, donc qui vont sécréter par exemple l'ACTH. Et le GO de Congo, ça va être les cellules gonadotropes, donc qui vont sécréter par exemple la FSH ou la LH. Et donc c'est comme ça, vous pouvez vous rappeler, les cellules corticotropes et gonadotropes vont être colorées en rose dans cette coloration trichrome. Maintenant, on va passer à l'unité cœur et circulation, l'unité que j'apprécie pas mal. Et on va regarder les couches et les valves du cœur. On va commencer par les couches. Alors, en fait, cette mnémotechnique-là, elle va vous permettre de savoir quelle couche est épaisse et quelle couche est mince dans l'atria et dans le ventricule. Pour cela, on va commencer par le plus logique, par le ventricule. Le ventricule, c'est la partie du cœur qui permet de pomper le sang et de le distribuer au niveau du corps entier. Donc, pour assurer cette fonction, le ventricule a besoin d'avoir un myocarde qui est assez développé, donc épais. Si ça va être une structure épaisse, moi je vais mettre une coche. Donc, le ventricule a choisi d'avoir un myocarde épais. Vu que dans la vie, on ne peut pas tout avoir, l'épicarde et l'endocarde du cœur, ils vont être sous-développés, donc minces. Et lorsque c'est mince, je vais mettre une croix. Alors pour les atria, c'est une situation complètement inverse. Vu que la caractéristique myocarde épais est déjà prise, les atria elles vont opter pour un épicarde et un endocarde épais. Donc, contrairement au ventricule, les atria vont avoir l'épicarde et l'endocarde épais, mais par contre, leur myocarde va être mince. Maintenant, on va parler des valves du cœur. On va commencer par la valve atrioventriculaire droite, dont le synonyme est la valve tricuspide. Dans le mot tricuspide, il y a le préfixe tri qui fait référence à 3 muscles papillaires. Donc cette valve-là, elle est attachée aux 3 muscles papillaires. Et la lettre D, dans tricuspide, cela fait référence qu'elle se trouve à droite. Donc c'est la valve atrioventriculaire droite. Si vous n'aimez pas ce mnémotechnique, on a un deuxième pour vous. Cette fois-ci, cela concerne la valve mitrale. Dans le mot mitral, il y a le L comme left. Et donc, pour se souvenir du nombre de muscles papillaires pour la valve mitrale, vous faites par élimination. Vu que le nombre 3, c'est déjà pris par la valve tricuspide, la valve mitrale, elle va comporter 2 muscles papillaires, va être attachée plutôt à 2 muscles papillaires. On va maintenant passer à la dernière unité, mon unité préférée, évidemment bien mieux que cœur et circulation. Donc ici, on veut différencier les pneumocytes 1 des pneumocytes de type 2. Donc ici, les pneumocytes de type 1, ils vont assurer la fonction primaire du poumon. Et comme vous le savez, c'est la respiration. Et donc pour assurer une bonne respiration, donc des bons échanges gazeux, ils vont se trouver au niveau de la barrière hémato-alvéolaire, juste ici. Et ils vont permettre des meilleurs échanges gazeux, comme j'ai dit, pour que le sang s'oxygène bien au niveau du poumon. Pour les pneumocytes 2, quant à eux, ils vont avoir la fonction secondaire, enfin une des fonctions secondaires du poumon, qui va être de sécréter le surfactant. Comme vous le savez, le surfactant, c'est un liquide qui va permettre d'éviter que les alvéoles se collabent. Donc ici, comment vous pouvez vous rappeler, c'est secondaire, ça commence par un S, tout comme surfactant. Donc voilà, on arrive à la fin des 20 mémotechniques. Si vous n'avez pas aimé, shadé pour vous. Et puis vous pouvez quand même laisser un petit like, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a quelques petites astuces qu'on a sélectionnées exprès pour vous avec mon camarade Sam. Alors, le tout premier conseil, c'est d'aller chercher sur EduCloud le résumé d'histologie de Sarah, qui résume excellemment tout le programme d'histologie en 250 pages. Bien sûr, c'est avec les images, donc ne vous inquiétez pas, ça se lit assez vite. Je crois qu'en 4 heures, ça se lit, non? Ouais, 4 heures, ouais. Du coup, c'est pas mal. Ensuite, on vous conseille également d'annoter vous-même les coupes sur cytomine. Cela va se révéler utile lors de vos révisions, lors du speedrun avant l'examen. Et troisièmement, on vous conseille de réviser avec des amis. Tout d'abord, puisque c'est sympa. Deuxièmement, puisque cela va vous permettre de vous accoutumer au format de l'examen, puisque ça va être un examen oral. Donc, vous allez vous entraîner à faire des présentations et tout.
Et pour le tout dernier conseil, ça va être d'utiliser un programme de flashcard. Ça peut être Anki, ça peut être Quizlet, tout ce que vous voulez. Puisqu'en fait, ça va vous permettre de mémoriser l'aspect des structures. Ou encore, cela va vous permettre de briller le jour de votre examen oral en mémorisant de la terminologie précise, par exemple le corps de Kollexner ou les cordons de Valentin-Pfluger, des petites choses comme ça qui vont vous permettre de sortir du lot. Et pour un petit bonus, on vous a laissé nos cartes Anki, voilà, pour la première et la deuxième année. Et puis pour la deuxième, il y a également deux parties. La partie histopathologie, également appelée la histologie, et encore l'histologie. Alors pour réviser, on a trouvé un petit cheat code avec des amis qui peut être très utile pendant vos révisions ou pendant l'année. Donc pour cela, vous allez aller sur Cytomine. Donc voilà, quand vous êtes sur Cytomine, vous voyez ici, vous avez des jolies coupes. Et vous allez cliquer juste ici sur cette icône. En cliquant là-dessus, vous allez tomber sur un deuxième écran qui est juste ici. Et vous allez cliquer sur Select a Layer. Et donc, quand vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur une liste d'emails. Donc souvent, c'est des emails des profs en fait. Et vous allez vouloir chercher un endroit où il y a des numéros. Par exemple, le 15 ici ou le 39 juste ici. Et donc, vous allez cliquer dessus et vous pourrez directement voir en fait les annotations manuelles des profs sur votre coupe. À noter, ce n'est pas disponible pour tous les systèmes, mais par exemple c'est disponible en histologie pour le système reproducteur féminin ou encore l'histopathologie pulmonaire. Donc ça peut vraiment être très utile si vous avez des petits doutes parce que ces annotations en général elles sont vraiment précises et donc ça permet d'être sûr de ce que vous apprenez. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du format de l'examen, comment ça se passe à la fin de la deuxième année. Il faut savoir que à la fin de la deuxième année, on a un examen oral qui porte soit sur l'anatomie, soit sur l'histologie, soit sur l'histopathologie. Donc vous allez devoir réviser les trois et vous allez tomber au hasard sur une des trois matières. Donc ici, on va traiter juste l'histologie et l'histopathologie. Donc pour ces deux matières, vous allez avoir deux coupes à présenter. Il n'y aura pas de temps de préparation, donc vous arrivez dans la salle, il y a deux examinateurs en général, et ils vous donnent une coupe et directement vous devez la présenter. Donc ça sera comme vous avez fait pendant l'année, pendant les TP. Vous allez vous entraîner de toute manière avec vos amis aussi, donc vous serez bien préparé. Et donc vous aurez environ 10 à 13 minutes par coupe. Vous ne serez pas trop pressé par le temps normalement, vous aurez bien le temps de les décrire. Et pendant que vous présentez ou à la fin, les profs vont pouvoir vous poser des questions, soit pour éclaircir ce que vous avez dit, soit si vous avez oublié peut-être des petites choses, ils vont vous guider un petit peu. Maintenant, je vais laisser Geldinur vous présenter sa stratégie d'histopathologie qu'il a utilisée pendant l'année. Merci à mon camarade Sam. Je vais prendre le relais pour vous présenter ma stratégie pour la histologie. Alors, il faut savoir que cette stratégie n'a pas été testée en examen réel puisqu'en fait, je suis tombé en anatomie. Mais si j'étais tombé sur l'histopathologie, moi, j'aurais fait comme ça et je vais vous expliquer comment j'aurais fait. En fait, j'ai remarqué que durant toute l'année, nous traitons une liste de 28 pathologies. Voilà, c'est une liste de pathologies qui est finie, donc il n'est pas illimité, on ne peut pas tomber sur n'importe quoi. Du coup, il y a quand même un cadre assez précis. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, je vais dresser une liste selon les organes et je vais citer pour chaque organe toutes les pathologies qui peuvent tomber le jour de l'examen. Vous allez voir apparaître une petite vidéo de démonstration de cette liste. Prenons l'exemple de la peau. Pendant l'année, nous avons vu que la peau peut être affectée par des pathologies suivantes, soit par une cicatrice d'une plaie cutanée, soit par le psoriasis. Donc, si vous êtes assez fort en histologie normale et si vous reconnaissez très rapidement qu'il s'agit d'une coupe de la peau le jour de votre examen oral, vous pouvez être assez sûr qu'il va s'agir soit du psoriasis, soit d'une cicatrice. Parce qu'en fait, on n'a pas vu d'autres choses pour la peau. Donc, on ne peut pas tomber logiquement dessus. Mais encore une fois, ça, c'était mon approche à l'histopathologie. Donc, je ne peux pas vous garantir que ça va marcher. On vous a préparé l'accès à Notion. C'est un programme sur lequel on a fait nos fiches. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez d'autres mnémotechniques sympas et efficaces, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire plus bas. Shout out to Momo.